Marie, s'il te plaît, je t'en supplie, Marie, lis les mots qui vont suivre. Je n'ai pas arrêté d'essayer de t'appeler cet après-midi. Tu ne m'as même pas laissé le temps de m'expliquer. Comme tu as dû débrancher ton téléphone, vu que tu ne réponds plus du tout, j'ai décidé de t'envoyer cette lettre. Je t'écris depuis la chambre de l'hôpital psychiatrique où l'on m'a interné aujourd'hui. Ça ne va pas du tout pour moi. Il faut que tu m'écoutes. S'il te plaît, ne jette pas cette lettre avant d'avoir fini de la lire. Si cette lettre est écrite au crayon feutre, c'est parce que les médecins ne veulent pas me donner de crayon à billes ou à plumes. Ils ont peur que je me fasse du mal avec. Et n'arrête pas de dire que je me suis automutilée cette nuit chez moi. Mais ça n'est pas vrai. Ils ne croient pas ce que je leur dis. Il y a un quart d'heure, ils m'ont coupé les ongles tellement courts que ça a saigné un peu. Ils disent que comme ça je ne pourrais pas m'infliger de griffures et d'écorchures supplémentaires. Le psychiatre a l'air de dire que je vis mal notre séparation, mais qu'est-ce qu'il en sait? Je ne veux pas rester ici. D'accord, je ne vais pas vraiment bien, mais je suis sûre que je ne suis pas fou. Et qui, à part toi, pourrait m'aider à me faire sortir de là? Tu es ma famille la plus proche depuis que mes parents sont décédés. Ça peut paraître un peu sordide ce que je vais te dire, mais tant qu'on n'a pas divorcé, s'il y a bien quelqu'un qui pourrait faire des démarches pour me sortir de là, c'est bien toi. Écoute, si tu ne le fais pas par souvenir de nous deux, alors fais-moi sortir d'ici et je signe tout de suite les papiers du divorce. Ça va presque faire un mois maintenant que tu attends ça, hein. Si tu me fais sortir de là, je les signe sur le champ. Je ne veux pas continuer à dégringoler comme ça. Si ça continue, si je retourne pas travailler, je vais en plus perdre mon boulot. Déjà que ce mois-ci, je n'y suis presque pas allée à cause de tout ça et du reste. En effet, ces derniers temps, il n'y a pas eu que notre séparation qui a été difficile. J'ai eu d'autres problèmes. Ça n'est pas évident à expliquer, et je ne sais pas comment te dire tout ce qui m'est arrivé. Déjà que ces cons de toubib ne veulent pas me croire, je me demande vraiment si tu me prendras aussi pour un fou. Mais de toute façon, au point où j'en suis... Bon. Depuis le début du mois, après le week-end de la Toussaint, enfin disons, plutôt suite à notre ultime dispute, j'ai fini par dégoter un petit appartement après 2 nuits d'hôtel. Il était assez pourri, mais je pouvais le louer tout de suite. Puis j'ai donc pris mon jeudi pour venir chercher mes affaires. Excuse-moi, mais à ce moment-là, tu étais obligé d'être aussi désagréable avec moi. Tu savais que je passais, alors tu as vraiment fait exprès d'avoir déjà quelqu'un d'autre à la maison? Tu étais vraiment si pressé d'enterrer nos 18 ans de mariage? Je ne te demande pas non plus d'être éploré et habillé en noir. Mais là, quand même, tu ne peux pas savoir à quel point j'ai souffert toute la nuit qui a suivi. J'étais anéantie. Le lendemain, je suis allée travailler, mais j'ai été voir Fred pour lui demander 2 semaines de vacances. Je me sentais beaucoup trop mal pour pouvoir travailler. Avec tout ça, j'avais besoin de me mettre au vert et de m'aérer l'esprit. Tu connais un peu Frédéric, je t'en ai déjà parlé. Il est souvent assez chiant pour accorder des congés, mais j'ai fini par le faire céder. Donc arrivé le vendredi soir, je me retrouvais avec 2 semaines de repos. J'avais trouvé une maison de vacances à louer dans un petit village, près d'Albertville, en Savoie. Le lendemain midi, je suis partie là-bas. Les tout premiers jours se passèrent bien à l'air de la campagne. Le calme, loin de la ville. Tout cela m'aidait à faire le point et à mieux supporter la situation. Je passais mes journées à me promener dans la montagne. Le soir, j'allais dans le bistrot du bourg du village, et je me saoulais un petit peu avant de rentrer me coucher. Je n'arrêtais pas malgré tout de ressasser le passé et de penser à nous. Durant la nuit du lundi au mardi, je me suis réveillée en sursaut. J'ai poussé un cri tellement j'ai eu peur. Pendant mon sommeil, j'ai eu l'impression qu'on me grattait sur le dessus de la tête. J'étais sûre qu'on m'avait gratté dans les cheveux. La sensation qui m'avait tiré du sommeil paraissait réelle, mais quand j'ai allumé la lumière, je n'ai rien vu, il n'y avait personne. Je suis restée un bon quart d'heure, lumière allumée, allongée dans mon lit, à regarder au plafond avant de me décider à me rendormir. Sur le moment, je me suis juste dit que ma dépression me faisait des tours. Je le croyais, mais plus maintenant. 2 nuits plus tard, je me suis réveillée en hurlant en plein milieu de la nuit pour la même raison. Je sentais qu'on me grattait sur le dessus du crâne. Je suis restée assise sur mon lit quelques minutes. Je n'arrêtais pas de me dire que je perdais la boule. J'ai fini par allumer la télé et je me suis endormie devant. Au matin, les dessins animés pour enfants m'ont tiré du sommeil. À mon réveil, je me suis dit qu'il valait mieux que je ne consomme plus du tout d'alcool. Fort de cette décision, je passais une bonne journée. Tu n'as sûrement pas peur dans le noir, non? Je dois dire que moi aussi, cela faisait partie de mes peurs d'enfant qui m'avaient quitté avec le temps. Mais à cause de la nuit précédente, le soir arrivé, je n'avais pas trop envie d'aller me coucher. Il est vrai que j'avais envie de boire un peu, c'est vrai, mais j'avais surtout un peu peur. Une fois allongée, lumière éteinte, je me suis blottie dans les couvertures. Je gardais les yeux bien clos.
On aurait sûrement dit un enfant de 5 ans. Je finis par m'endormir, mais d'un sommeil léger, sûrement à cause de la peur, et elle m'a été salvatrice. C'est sûrement à cause de cette crainte que je dormis d'un sommeil agité et que je me suis réveillée plusieurs fois au milieu de la nuit. Ça devait être la 3e fois de la nuit que j'ouvrais l'œil. Tout était plongé dans l'obscurité. On ne discernait qu'un léger trait de lumière à la jonction des volets qui laissait filtrer un peu de la clarté de la lune de dehors. Au début, à moitié endormi, j'ai pensé que je devais être un peu pris à la gorge et que le son que j'entendais devait être le râle de ma respiration. Mais je respirais très bien, et plus qu'un râle, j'entendais à présent clairement le son, non pas d'un râle, mais d'un grognement comme celui d'un chien prêt à attaquer. Il provenait d'à côté de la porte de la chambre. Je me blottis encore plus fort dans mes couvertures. J'avais peur de bouger. Le grognement s'intensifia. Pris alors de panique dans un mouvement incontrôlé, je projetai ma main sur l'interrupteur de ma lumière de chevet et allumai. Le grognement s'arrêta aussitôt. Il n'y avait rien dans la chambre. J'ai gardé les lumières allumées toute la nuit. Il m'a fallu attendre jusqu'au petit matin avant de trouver le sommeil. J'ai dormi jusqu'en début d'après-midi et je suis allé au bistrot du coin. On était le samedi et il y avait un match de foot qui passait à la télé. Du coup, il y avait du monde et ça me rassurait d'entendre le brouhaha tout autour de moi. Je me sentais en sécurité. Je me suis mis à boire jusqu'au milieu de la nuit. Arrivé à la maison, même saoul, je me sentais pas très rassurée. Je laissais les lumières de la chambre allumées avant de m'écrouler sur le lit. Le lendemain, j'ai passé une bonne partie du dimanche à récupérer de ma gueule de bois. Mais je me sentais malgré cela un peu plus serein. Il n'y avait rien de bizarre pendant la nuit. Le soir venu, je me suis endormie avec la lumière allumée. J'étais rassurée par la lumière. J'avais l'impression de retourner en enfance, mais entre laisser les lumières allumées et ne pas dormir, mon choix avait vite été fait. Je me suis réveillée dans mon lit en hurlant, une douleur atroce au torse. J'étais plaquée sur le dos, on m'écrasait le ventre. La pièce était plongée dans le noir. La lumière, je ne savais pas comment, était éteinte. J'ai hurlé, oh ce que j'ai hurlé. De douleur surtout, mais aussi d'effroi. Ce qui était sur moi hurlait aussi. Enfin, plutôt émettait une espèce de... Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Je ne voyais rien. Juste une ombre au contour indéfini au-dessus de moi. J'ai tendu le bras et essayé plusieurs fois d'allumer la lampe de chevet, mais sans résultat. Ensuite, je ne sais pas comment j'ai fait pour me dégager. Sûrement que la poussée d'adrénaline n'y a pas été pour rien. Mais j'ai réussi à m'échapper de l'étreinte. J'ai couru hors de la chambre. Ce qui était maintenant derrière moi s'est mis à hurler encore plus fort. Ce truc m'a poursuivi. Je l'entendais juste derrière moi. Au moment où j'ai allumé la lumière, ça hurla. Le cri fut déchirant comme un hurlement d'une femme qui se fait agresser. Le temps que je fasse volte-face, le cri avait cessé et il n'y avait plus rien derrière moi. Comment te décrire l'état dans lequel je me trouvais après cela? Tu t'es déjà réveillé en sueur, parfois en hurlant après un cauchemar terrifiant. Puis d'un coup tu réalises que tu es au chaud en sécurité dans ton lit. Eh bien là c'était l'inverse. Je me croyais au calme, en sécurité, et je me suis fait agresser. J'étais complètement terrifiée. Il n'y avait plus de lumière, et je ne voyais donc rien quand c'était arrivé. Et cette chose me labourait le torse. Quand c'est parti, je suis restée dans le couloir, la main sur l'interrupteur. Je suis restée comme ça jusqu'au petit matin. Je ne voulais plus bouger. Je ne pouvais plus dormir. J'avais trop peur. Je suis retournée dans la chambre à la lumière du jour. J'ai compris pourquoi la lumière était éteinte quand c'était arrivé. La maison datait pas mal et les fils électriques ne passaient pas par les murs, mais le long de la plinthe. Ils avaient été déchiquetés juste avant l'entrée dans la chambre. On était le lundi, j'avais encore devant moi un peu moins d'une semaine de location de la petite maison de vacances, mais je ne voulais plus rester là. Franchement, je savais pas ce qu'il y avait de bizarre dans ce village, mais je n'aurais pas voulu aller mener l'enquête auprès des habitants. Ils m'auraient sûrement cru fou, et je ne serais pas de toute façon resté une nuit de plus dans ce patelin. J'ai repris le bus, puis le train le jour même. Plus je m'éloignais, plus je me sentais mieux. Toutes ces choses avaient eu lieu là-bas, et en partant, je les laissais derrière moi. Franchement, je ne cherchais plus trop à savoir si j'étais fou ou si c'était vrai. J'avais peur, et je voulais retrouver ma sécurité et ma sérénité. Au moins, l'avantage était que notre rupture me tracassait du coup beaucoup moins. Un souci en chasse un autre, finalement. Mais 2 nuits plus tard, ça a repris. Je commençais tout juste à penser à autre chose que ça reprenait.
Je m'étais réveillée de nouveau à cause du grognement près de moi dans mon lit. Là encore complètement paniquée, j'allumai la lumière et tout s'est arrêté. J'avais peur, mais ce qui me rendait malade était que je n'avais pas pensé que ça m'aurait poursuivi. On était le mercredi et j'étais donc toujours en vacances. Ça valait mieux car je devais pas être beau à voir. Je n'avais pas dormi de tout le reste de la nuit. J'avais bu tout ce qui me restait de whisky. Je restais juste assis sur le bord de mon matelas à me demander désespérément ce que je pouvais faire et à qui je pouvais demander de l'aide. Plus j'y pensais, plus je pouvais constater que j'étais vraiment seule. Je ne voyais personne en qui j'avais assez confiance pour lui déballer tous ces trucs dingues. À part toi et les enfants, j'ai vraiment l'impression que je n'ai plus grand monde que je connaisse bien et sur qui je puisse compter. Pour la nuit suivante, j'ai rallumé toutes les lumières de ma chambre. J'avais bien vérifié que les fils passaient dans les murs, mais c'est le cas pour toutes les constructions d'aujourd'hui. J'avais vraiment peur de la nuit qui allait venir, mais je ne savais plus trop quoi faire. Au final, pour me rassurer un peu plus, j'ai scotché les interrupteurs dans ma chambre à de grosses doses de Chatterton. Durant la nuit, je dormis par intermittence, à penser et à ressasser sans fin ce qui m'arrivait. Vers les 3 heures du matin, j'eus envie d'uriner. Je me levai, ouvrais la porte de ma chambre, entrai dans le couloir. Mon sang se glaça lorsque j'entendis le rugissement sourd sur ma droite. J'eus à peine le temps de bouger qu'une douleur fulgurante me fit hurler. Je bondis sur l'interrupteur. La lumière s'alluma, le même cri aigu que la dernière nuit dans la maison de campagne résonna, puis plus rien. Je suis resté assis sur le sol, adossé au mur, ma cuisse saignant lentement par la longue plaie que ça m'avait infligée. J'avais tellement mal. Je me sentais complètement abasourdi par cette agression foudroyante que je venais de subir. Je me suis dit que les gens qui se font agresser dans la rue devaient ressentir un sentiment de dénouement avoisinant. Au bout de 10 minutes, je me suis décidé à aller dans la salle de bain pour soigner ma blessure. Disons que si les jours précédents, je doutais encore que cela craignait la lumière, j'en étais complètement sûr après cette nuit-là. La lumière n'était allumée que dans ma chambre quand c'était arrivé. J'en ai déduit que ça m'avait attendu juste en dehors. Je n'avais vraiment pas vu venir quand ça m'avait sauté dessus. Au moins, j'étais quasi persuadée qu'à la lumière, j'étais en sécurité. Après m'être désinfecté et bandé la cuisse, j'ai bien pensé à appeler la police. Mais pour leur dire quoi? Qu'un monstre me saute dessus quand je dors la nuit? J'ai failli aussi être appelée à ce moment-là. J'aurais peut-être dû, mais je ne voulais pas empirer davantage la situation entre nous. Il faut croire que j'avais encore un espoir qu'on puisse se remettre ensemble. Et je te rassure, si aujourd'hui je t'écris, c'est pour te demander ton aide. Juste ça, pas plus. Juré. Après réflexion, vu qu'à la lumière j'étais en sécurité, je suis allé acheter de gros rouleaux de Chatterton. J'allumai toutes les lumières de l'appartement et j'ai abondamment scotché les interrupteurs. Je n'y étais pas allée de main morte. Ça avait marché pour ma chambre, donc je me disais que ça marcherait aussi pour le reste de l'appartement. Et j'avais raison. De nouveau, je dormis paisiblement. La première nuit, je des craintes, mais il ne se passa rien. Cela me rassura et je m'endormis assez sereinement la nuit suivante. Mes congés touchaient doucement à leur fin et je commençais à repenser au boulot, à notre séparation, à me dire que j'avais peut-être un peu perdu la tête avec ces agressions que je subissais la nuit. Je ne leur trouvais pas d'explication, je finis par admettre un peu l'idée que tout ça puisse se passer dans ma tête. J'ai failli t'appeler le week-end pour passer te voir afin qu'on décide des dates pour aller en finir avec notre mariage. Vu que tout ça me faisait perdre la boule, je voulais que ça s'arrête au plus vite. Mais je n'ai rien fait, je suis restée tranquillement chez moi tout le week-end, à attendre le lundi pour reprendre le travail. Je ne m'endormis pas trop tard le dimanche soir afin d'arriver en forme au boulot. Bon Dieu. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit dans les ténèbres, tout était noir. Je dis que je me suis réveillée, disons plutôt que je fus réveillée parce qu'il était en train de me secouer comme un prunier. J'ai hurlé de douleur. Ça m'a grippé comme pris dans un étau, je sentais ses griffes rentrer dans mes épaules. Ça me secouait avec une telle violence que quand ma tête hurla le montant du lit, je crus bien m'évanouir. Le son que ça mettait, le fit place à des grognements dès que j'ai commencé à me débattre. J'ai essayé de donner des coups de pied, mais ça me tenait par les épaules, alors je ne pouvais rien faire. Alors prenant appui sur mes jambes, j'ai tenté de me dégager en pivotant sur moi-même. J'ai eu très mal, les griffes m'ont littéralement déchiré les épaules. Et quand je me suis arraché à sa prise, je reculai vers le pied du lit. Je sentis une douleur atroce me parcourir le dos. J'entendais maintenant derrière moi comme le hurlement d'un cochon qu'on égorge. J'étais complètement terrorisée. Je courus hors de la chambre. Il n'y avait pas de lumière dans le couloir. Je me jetai sur l'interrupteur, mais rien ne s'alluma. Pris de panique, entendant ce qui était derrière moi approcher, je me précipitai dans le couloir de l'immeuble. J'allumai la lumière qui marchait. J'entendis alors comme des petits cris de chiens battus venant de mon appartement. J'étais nue,
dans le couloir de l'étage de mon immeuble, les épaules et le dos gravement et profondément écorchés avec ce truc de mon appartement qui allait me sauter dessus dès que je me retrouverais dans le noir. Comment voulais-tu que j'aille voir un voisin pour lui dire ça et demander de l'aide? Heureusement que la moquette du couloir était sombre, car je pense que sinon les voisins auraient vu au petit matin les taches de sang que j'avais laissées. Quant à moi, j'avais décidé d'attendre que le jour arrive. Je m'étais cachée dans la cage d'escalier de l'immeuble. Je me suis dit que les gens prennent tous l'ascenseur et que je ne serais pas surprise si je restais là. Il faisait très froid, je n'en pouvais plus. Mon sang, qui avait fini par arrêter de s'écouler au bout d'un moment, avait tacheté le sol en béton. Je gardais le doigt pressé sur l'interrupteur, craignant plus que jamais de me retrouver dans l'obscurité. Pendant tout le temps où je suis restée là à attendre, je n'arrêtais pas de me demander comment ça avait pu tout éteindre dans l'appartement, et pourquoi les lumières ne s'étaient pas allumées quand j'avais essayé. Quand j'entendis les premières personnes sortir de chez eux, ça faisait bien 3 heures que j'étais dans la cage d'escalier, derrière la porte, nue en chien de fusil, le bras tendu vers l'interrupteur pour tenir la lumière allumée. Principalement, j'étais frigorifiée, je tremblais de partout. Je crois bien que j'aurais fini par être en hypothermie si j'avais dû rester plus longtemps là. J'entrouvris donc la porte, jetai un œil dans le couloir, il n'y avait personne. La porte de mon appartement était toujours ouverte. Je voyais de la lumière. Je n'avais pas fermé les volets et la lumière du jour éclairait maintenant mon appartement. Je courus jusqu'à l'entrée et ça n'avait plus l'air d'être là. J'ai vérifié qu'il n'y ait plus rien dans chaque pièce, attrapai ma couette au passage dans la chambre, retournai à l'entrée, fermai la porte et m'effondrai, le dos contre le mur de l'entrée. Je pleurais, j'étais épuisée, je me suis enroulée dans ma couette. Quelques minutes plus tard, je m'endormais derrière ma porte d'entrée à même le sol, sanglantant encore. Je me suis réveillée un peu avant midi. J'avais le dos et les épaules en feu. Je n'étais évidemment pas allée travailler, n'ayant pas encore le téléphone dans cet appartement de fortune. Il n'avait aucun moyen de me contacter du travail, mais ce n'était pas mon travail qui me tourmentait le plus. Je voulais savoir pourquoi les lumières étaient toutes éteintes cette nuit quand je fus agressée. Je devais être vraiment complètement désorientée pour ne pas avoir compris plus tôt. Le compteur d'électricité était à l'intérieur de l'appartement, mais tout près de l'entrée. Il était coupé. Je ne sais pas comment ça a fait à cause de la lumière, mais ça s'était débrouillé. 1 heure plus tard, je sortais dehors pour aller acheter des bougies. J'en profitais pour appeler au boulot, demander un jour de congé car je me sentais mal. Mon patron n'était pas content. Après mes achats, je reviens chez moi avec un sac rempli de bougies. Avant que le soleil ne se couche, j'avais disposé les bougies un peu partout dans ma chambre. Leur lumière, ajoutée à celle du plafond, emplissait ma chambre. Cela me rassurait, et même si le courant était coupé, je n'aurais pas été pris au dépourvu. Malgré tout, je n'arrivais pas trop à dormir. Il était 2 heures du matin, je ne dormais toujours pas. J'entendis le clac du disjoncteur à l'entrée. Les lumières s'éteignirent. C'était là, c'était encore venu. Je ne bougeais pas de mon lit, j'avais peur et je tremblais. Mais avec les bougies, ce n'était que la seule pièce éclairée. Et je n'allais donc pas sortir de là. Sans surprise, j'entendis son grognement rauque approcher de la porte, puis ça se mit à pousser de longs rugissements caverneux. Il s'accompagnait de sifflements comme ceux de la respiration d'un asthmatique. J'étais terrifiée. Je restais emmitouflée dans ma couette, n'osant plus bouger d'un pouce. Ça n'entra pas. Progressivement, les cris redevinrent grognements. À cause de la lumière des bougies, ça ne pouvait pas entrer. Même si j'avais toujours peur, je me sentais mieux, plus en sécurité. Au bout d'une demi-heure, j'avais sombré dans un demi-sommeil. Je poussai un petit cri de surprise quand je vis la porte de ma chambre s'entrebâiller doucement. Je vis alors passer le dossier d'une des chaises de la cuisine qui balaya les bougies près de la porte. Puis le dossier battit en vain dans le vide pendant une bonne minute. Les grognements firent de nouveau place à de longs cris graves et sifflants. J'étais encore blottie dans ma couette, d'où ne dépassaient que mes yeux. J'attendis comme ça jusqu'à 6 heures du matin. J'avais encore essayé plusieurs fois de renverser d'autres bougies avec la chaise, mais toujours en vain. À 6 heures, je m'endormais malgré sa présence derrière la porte de ma chambre. Je l'entendais toujours grogner. Je me réveillai encore une fois vers midi. Je mis bien 1 heure pour me préparer à sortir. Même si j'avais trouvé la parade, je m'alarmais déjà à l'idée de devoir dormir, bougie allumée, par toutes les nuits à venir. Je fis quelques courses, j'achetai cette fois-ci un plus grand nombre de bougies car elles avaient toutes fini par se consumer. Puis je suis allée à reculons dans une cabine téléphonique pour appeler à mon travail. Je suis droit à de sérieuses remontrances, mais je me confondis en excuses pour ce 2e jour d'absence. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je retourne au travail le lendemain. Je rentrais chez moi une bougie allumée à la main, la peur au ventre. Tourmentée par mes absences au travail, par notre rupture, complètement apeurée et fatiguée. Tu sais, Marie, je crois que c'est quand ça ne va pas, comme ça, que la solitude est la plus pesante.
Même si ce ne fut pas le sommeil profond, je passai une nuit de repos presque complète. Au réveil, les bougies étaient toujours allumées. Je n'avais pas entendu de grognement. Je suis allé manger un morceau de brioche et je me fis un café, puis je suis allé prendre une douche. Je ne voulais pas être en retard pour reprendre mon travail. Surtout que j'allais devoir subir les reproches de mes absences. Rien que d'y penser, cela me tracassait, mais de toute façon, je ne pouvais pas y couper. Je suis allé prendre une chemise dans le placard mural de la chambre près de ma douche. À peine j'avais entrebâillé la porte de la penderie qu'une main osseuse, grise et griffue, surgit de l'entrebâillement et me saisit au poignet. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Elle me tira avec une telle force et une telle violence vers le placard que je fus comme projeté contre la porte. Le choc m'étourdit, je n'avais plus la force ni la volonté de m'échapper. Et de toute façon, ça ne m'a pas laissé le temps de reprendre mes esprits. La main me tira pour me projeter une seconde fois sur la porte du placard, et ma tête cogna cette fois-ci sur le coin de la porte. Je ressentis une décharge de douleur au crâne, tout devint sombre. J'entendis un bourdonnement dans mes oreilles, puis ce fut les ténèbres. Je ne pense pas être resté sans connaissance bien longtemps, tout au plus quelques secondes. Je suppose que je me suis réveillé à cause de la douleur. Je sentais ses coups de griffes me déchirer le haut du visage jusqu'au nombril. Elle me labourait les chairs. La douleur était atroce. Il faisait complètement noir autour de moi. Je voulus m'enfuir, je sentis la porte bouger, mais elle devait être fermée à clé, car malgré mon insistance, elle ne s'ouvrait pas. Sa patte fit un nouveau passage complet de mon épaule gauche jusqu'au bas de mes côtes. Je hurlai de douleur. Poussé par l'effroi, je me projetai contre la porte. Elle s'ouvrit en me laissant tomber sur le sol. Je relevai la tête, les bougies étaient toujours là, allumées. J'avais du mal à garder les yeux ouverts car j'avais de la transpiration qui me coulait dans les yeux. Je me passai alors la main sur le visage puis l'examinai. Elle était couverte de mon sang. La douleur était atroce. Je n'arrivais pas à me dire où j'avais mal. Tout le haut de mon corps n'était plus que douleur. Péniblement, je me relevai puis décidé à demander de l'aide, je me dirigeai en dehors de mon appartement. J'avais du mal à marcher. Je jetai un coup d'œil à mon ventre, il était couvert de sang. Je réalisai que j'étais nue, mais je n'avais plus de force, il fallait que je sorte. J'ouvris la porte d'entrée. Je sortis en m'appuyant sur la poignée. Je fis encore quelques pas en titubant dans le couloir avant de m'écrouler sur le sol. J'entendis une voix de femme dire « Oh mon Dieu !» puis plus rien. Je me suis réveillée il y a quelques heures dans cette chambre. Au début, je ne sentais rien à cause des antidouleurs, mais je pense que je vais maintenant en demander en plus pour passer la nuit car je commence à avoir mal. Je me suis regardée tout à l'heure dans une glace. Ils m'ont bandé une bonne partie du visage. J'ai soulevé un peu les bandes pour regarder au-dessous. Et ça n'était pas beau à voir. La peau était labourée. J'ai fini par pleurer tout en éclatant de rire en me disant que mon visage devait plus tenir du steak haché que de celui d'un homme. Mon bras gauche, mon torse et mon ventre sont bandés. Je n'ai même pas regardé, de toute façon, je sais dans quel état ils sont. Voilà donc où j'en suis depuis qu'on s'est quitté. J'ai besoin que tu viennes me tirer d'ici. Je ne vais pas... Monsieur le bail? Passer ma vie ici à bouffer leur Monsieur le bail? Oui, excusez-moi. Monsieur le bail, il est déjà 21h, c'est l'heure de dormir. Déjà? Mais je n'ai pas... Il faut aller dormir. C'est comme ça ici. C'est pareil pour tout le monde. Mais ma lettre? Vous la finirez demain matin. Vous pouvez la laisser sur la table et il n'y arrivera rien, vous savez. Mais, allez, monsieur le bail. Et vous devez prendre vos médicaments avant. Mes médicaments? J'ai juste mal. Ça vous calmera aussi vos douleurs et vous dormirez mieux. Il allait répondre puis se ravisa. Ça ne servait trop à rien de discuter avec l'infirmière. De toute évidence, elle se bornait au règlement. Il se glissa dans le lit, habillé d'une de leurs robes de chambre. Un tablier en tissu fermé à l'arrière par un nœud sur un petit cordon. Il se demanda si ça les excitait de voir ainsi les fesses des patients dans la nuit toute la journée. Voilà, maintenant prenez vos médicaments. L'infirmière tendit un gobelet au fond rempli de gélules, puis un autre rempli d'eau. Il regarda l'infirmière pour lui demander s'il devait toutes les prendre. En voyant son regard fixé droit sur lui, il se ravisa et goba toutes les gélules, puis les avala d'une rasade d'eau. Le visage de l'infirmière passa de l'agacement au sourire. Bah voilà, quand vous voulez, vous y arrivez. Sans répondre, il tendit les deux gobelets vides à l'infirmière. Celle-ci les rangea sur son chariot, puis le poussa jusqu'à la sortie de la chambre. Non, s'il vous plaît, j'ai besoin de la lumière. L'infirmière gardait son doigt sur l'interrupteur. Vous avez la veilleuse dans le couloir. Oui, mais elle ne fera pas assez de lumière dans la chambre. Bon. Monsieur le bail, vous allez dormir. Pour la lumière ce soir, c'est non. Vous demanderez demain matin au médecin. Mais... Allez, dormez. Demain, vous en parlerez avec le docteur. Mais en attendant, j'éteins. Mais... Elle éteignit la lumière puis sortit de la chambre sans même le regarder.
La veilleuse du couloir produisait un peu de lumière, mais une bonne partie de la chambre restait plongée dans le noir. Elle s'enfouit sous les couvertures, apeurée, à l'écoute de chaque son. Le sommeil commençait à le gagner, il luttait pour garder les yeux ouverts. Il avait chaud sous les couvertures, il se sentait bien, détendu comme dans du coton. Il avait du mal à garder les yeux ouverts. Il avait chaud. Il se sentait bien. Il avait du mal à garder comme dans du coton. Il avait chaud. Les yeux ouverts. Il entendait distinctement le grognement à côté de lui. Complètement pris de panique, il sauta du lit à côté opposé et se rua vers la porte. Il déboula dans le couloir en hurlant. « Au secours! Au secours! Il y a quelque chose dans ma chambre !» L'infirmière qui était passée lui donner les gélules ressortit d'une des chambres d'à côté. Une autre infirmière arriva aussi et elles accoururent vers lui. « On se calme, monsieur. »« Allez !»« Monsieur, calmez-vous. Je ne veux pas y retourner !» Les deux infirmières se regardèrent d'un air interrogateur. « Bon, ben, tu lui dis de venir ? D'accord. Je reste ici pour le surveiller en attendant. » Il s'adossa contre un mur épuisé. « Ne me laissez pas dans le noir. Ne me laissez pas dans le noir. Je ne veux pas retourner dans la chambre. »« Oui, monsieur le bail, calmez-vous, ça va aller. » »« Qui va venir ? » ?»« Un médecin. »« Le psy de garde ? Hein, c'est ça ? » ?»« Oui, mais non, il va juste vous aider à rester calme. »« Je ne veux pas retourner dans la chambre !» Le médecin déboula par la porte battante du bout du couloir. « Alors on n'arrive pas à dormir ? C'est dans ma chambre, il y a quelque chose, c'est parce que j'étais dans le noir. » »« Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Puisque je vous dis que c'était dans le noir, dès qu'il y a un coin sombre, c'est là !» »« Bon allez, on l'attache, c'est une piqûre, et comprendre comme ça. » Un homme costaud qui était arrivé entre-temps lui a pris le bras par derrière et le maintint. « Ça vous attend derrière la porte de votre chambre, là vous n'avez pas de lumière. Ça se jettera sur vous par surprise, vous verrez. Je veux pas retourner là-dedans. Allez, attachez-le-moi. » Le psychiatre de garde, visiblement fatigué et énervé, prêta main forte au gros bras qu'il tenait toujours fermement. À eux deux, ils le traînèrent jusqu'à sa chambre et le plaquèrent sur le lit, pendant que les infirmières scellaient les attaches métalliques aux poignets et aux chevilles. « Allez, maintenant, on dort !»« Non. Non. Ne me laissez pas là !» L'infirmière, sans prêter attention à ses cris, sans un regard, lui fit l'injection dans son bras. « Avec cette dose, au moins, il va dormir, c'est sûr. » Ils éteignirent les lumières, puis sortirent sans un regard dans sa direction. « Laissez-moi sortir d'ici ! Au secours ! Aidez-moi. Sortir d'ici. Je vous en